Avant toute chose, bonjour à tous et merci pour cette invitation, cette interview du forum On nous cache tout et qui s'intéresse donc à mon livre. Je me présente, Salim Laibi, plus connu sur internet sous le pseudonyme Le Libre Penseur, LLP. J'ai réalisé donc depuis fin 2006 que ce monde ne tournait pas rond grâce aux vidéos Loose Change concernant le 11 septembre. Je crois que c'est une évidence, la planète entière maintenant s'en aperçoit, à part l'élite européenne, entre guillemets, si on peut appeler ça une élite. Et depuis, j'ai réalisé des vidéos, à l'époque, avant que je me sois censuré par Dailymotion, quelques centaines de vidéos qui ont atteint près de 3 millions de visualisations. Bon, après la censure, j'ai changé de compte, c'est parti un peu dans tous les sens, mais maintenant je suis sur YouTube, le site russe, afin d'éviter la censure, parce que comme vous le savez tous, nous vivons en démocratie, et la liberté d'expression est totale, sauf pour nous, sauf pour toute parole dissidente, toute parole véridique. Et après, la nécessité de mettre tout ce travail qui dure depuis 6 ans et demi maintenant, par écrit dans un livre qui s'appelle La faillite du monde moderne, qui est sorti donc le 19 novembre dernier et qui en est à sa deuxième réédition et qui est un succès qui rencontre un succès assez intéressant. Pour information, bon, il n'y a pas que Dailymotion qui nous a censurés, il y a Facebook aussi qui nous a censurés à plusieurs reprises, il y a nos sites internet qui reçoivent des attaques quotidiennes avec des tentatives de fracture du code d'accès, il y a le Crédit Agricole qui nous a censuré notre compte bancaire, donc des éditions Fiat Lux qui éditent le livre La faillite du monde moderne. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais le travail est fait, le livre est là, qui se propose de réaliser une synthèse que j'invite vraiment les gens à lire, qui se propose de réaliser une synthèse de tous mes travaux, même si on ne rentre pas dans le détail de tout ce qui a été fait, puisque je pense qu'on est à plus de 600 vidéos, si on comptabilise tout avec la campagne électorale des législatives de l'été dernier à Marseille. Si on comptabilise tout, ça fait beaucoup de boulot, beaucoup de vidéos, sur tous les sujets qui nous intéressent, les sujets du quotidien, que ce soit l'économie, la santé, la politique, l'occultisme, la franc-maçonnerie, le complot maçonnique, l'ésotérisme maçonnique, la pédophilie, la criminalité, la corruption des élites politiques, des trois pouvoirs, du quatrième pouvoir, des médias bien sûr, la subversion, beaucoup parlé de subversion, de santé et aussi d'agriculture. On a beaucoup travaillé dessus pour expliquer aux gens la dangerosité de ce qu'on ingurgite, la pollution, toutes sortes de pollutions, qu'elles soient donc de l'eau, de la nourriture, de l'air, l'électrosmog, etc. Et malheureusement, le futur, à chaque fois, nous a donné raison. C'est triste à dire, mais tel Cassandre, je n'ai qu'un seul tort, c'est d'avoir raison trop souvent. C'est peut-être prétentieux pour ceux qui ne me connaissent pas, qui écoutent ça la première fois, mais c'est la vérité. Il suffit de venir sur le site lelibepenseur.org et de constater la véracité de ce que je dis. Il y a des dates, les vidéos sont toutes datées, et vous verrez qu'on a annoncé des cataclysmes bien avant tout le monde. C'est pas non plus extraordinaire de faire ça, parce que je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est quand même assez effrayant de constater que les médias dominants, ce qu'ils appellent mainstream dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire TF1, M6, l'AFP, Le Monde, le Nouvel Obs, Express, Figaro, tout Radio France, et bien eux non, ils n'en parlent jamais. Voilà, ils constatent juste les dégâts a posteriori. C'est exactement, j'en parle aussi dans le livre, c'est la technique du fait accompli. Voilà, c'est tout le temps comme ça. La politique aujourd'hui, gouverner normalement c'est prévoir. C'est une des grandes phrases de politique. Gouverner c'est prévoir, en fait non. Là aujourd'hui on est dans le fait accompli, c'est-à-dire on constate la dégénérescence
de la société et puis on légifère pour adapter la société à cette dégénérescence. Voilà. Pour me présenter, je crois que j'ai fait le tour de la question. Et voilà, j'ai présenté donc je présente ce livre qui m'a pris 2 ans de boulot, 352 pages, 1 200 000 caractères. C'est dense, 520 notes de bas de page, disponibles sur le site Édition Fiat Lux pour ne pas avoir à cliquer, à taper tout ça, surtout les URL des liens. Il y a des centaines de liens, 520 liens pour confirmer, pour approfondir la recherche, la lecture de tout ce que je dis. Je peux me tromper, il n'y a pas de souci, mais bon, alors à ce moment-là, c'est pas moi qui me trompe, c'est les gens que je cite. Et ils sont un peu trop nombreux, et malheureusement, je crois que le constat est consternant, le constat est lamentable. Nous sommes dans une situation grave de crise sociale, économique, civilisationnelle. Voilà. Cette question est curieuse. Elle est très curieuse. Elle est à l'image de l'ambiance nationale que les médias veulent instiller, veulent créer. C'est le paradigme actuel. Bien sûr que je suis français. Bien sûr que je me sens patriote. Bien sûr que je me sens concerné par l'avenir de ce pays. Et bien sûr qu'on prendra les armes s'il y a une nation qui viendrait, qui s'autoriserait, qui se permettrait comme ça un jour de venir nous envahir. Et je pense que c'est ce que va faire un grand nombre de nos concitoyens d'origine aussi bien maghrébine qu'ailleurs, qu'autre origine. Là n'est pas la question. Et pour la seconde partie de la question, est-ce que je me sens pour un exemple? Pas du tout, je suis un exemple pour personne, ou plutôt, je suis un exemple pour tout le monde. Je fais un travail qui me semble nécessaire parce qu'il est essentiel au rétablissement de quelques équilibres, de quelques vérités, de quelques... voilà, il y a quand même un désordre ambiant assez phénoménal. C'est évident, tout le monde le ressent, tout le monde le constate. Tout le monde vivote au jour le jour, fait semblant de ne rien voir, mais tous ceux qui se posent la vraie question et qui essayent de comprendre, ils savent que ça va mal, ils savent que les politiques sont corrompus, ils savent que l'économie a ruiné le monde, ils le savent, c'est évident, en plus ça se dit de plus en plus. Donc je crois qu'il était évident qu'il fallait réagir avec virulence, avec précision, avec courage, voilà. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. L'origine, pas l'origine, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Absolument rien à voir. Donc c'est une question de justice, de vérité, et ces questions-là ne s'embarrassent pas des origines des gens. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Ben, là, la question, elle concerne donc directement la COBEMA, c'est la communauté arabo-berbère de Marseille. Et cette question, bon, elle est légitime pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, mais elle est un petit peu, bon, elle est un petit peu à côté de la plaque, parce que si vous confondez une seconde dans vos têtes, enfin, ou du moins le type qui pose cette question, la communauté berbère, marseillaise ou ailleurs, avec la puissance phénoménale, extraordinaire, historique, universelle de la communauté que personne n'ose citer, je crois que vous avez raté un virage là dans la réflexion ou dans le schmilblick. Alors le concept de la COBEMA est très simple. La communauté arabo-berbère, musulmane, c'est la communauté la plus fragile, avec la communauté gitane. C'est les communautés les communautés noires aussi africaines, c'est les communautés les plus fragiles du pays. Donc il y a le dégénéré Soros qui avait fait une étude là-dessus. Ils ont parlé donc des ressources économiques, des ressources de ces communautés, par exemple dans le quartier de la Belle de Mai, on parlait de 4 000 € de budget annuel.
annuel. Donc c'est des communautés extrêmement fragiles, où la paupérisation s'est installée et se durcit. C'est des gens qui vivotent, c'est des gens qui sont en difficulté, c'est des gens à qui on a envoyé des politiciens véreux, des criminels, tous des francs-maçons d'ailleurs au passage. D'ailleurs, il n'y a qu'à le constater. Sylvie Andrieux mise en examen, Henri Gibraillel pareil, Samia Ghali, si c'est pas elle, ça va être son mari ou son compagnon Franck Landou, Guérini, toute la clique, enfin, toute la gestion de ces quartiers est réalisée par des francs-maçons et des voyous, mais des vrais voyous, ça plaisante pas. Donc je pense qu'il était essentiel pour moi de faire un travail là-dessus, afin d'éveiller les consciences, et de tout, voilà, et, enfin, ça me paraissait totalement naturel, totalement naturel. Et autre chose, le communautarisme fait partie de la nature de l'homme, voilà. L'homme n'est pas universel, non, je suis désolé, moi je suis pas chinois, je ne suis pas, je sais pas moi, indien d'Amérique. J'ai mes origines et j'ai mes affinités, comme les Corses ont des affinités entre eux, comme les Basques ont des affinités entre eux, linguistiques, culinaires, artistiques, traditionnelles, et puis il n'y a aucun mal là-dessus. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à ce que la communauté juive existe, il ne manquerait plus que ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le CRIF, c'est pas la communauté juive, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est le CRIF, le problème, c'est le Bnei Brit, la franc-maçonnerie raciste des Fils de l'Alliance, qui contiennent à peu près 500 000 adhérents, dont d'illustres personnages comme le franquiste Freud ou bien d'autres, et qui font la pluie et le beau temps dans ce monde. Ça, c'est inquiétant, c'est ça qui est dangereux. C'est ceux qui détiennent les manettes du pouvoir, et non pas le maghrébin qui vend des fruits et des légumes, ou qui va, voilà, ou qui vendent, voilà, enfin, ça n'a aucun sens. Il faut être sérieux, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, et il faut parler des vrais coupables, il faut bien cibler sa réflexion. Ah ben complètement, oui, évidemment. Alors moi, je traite de la... Personnellement, c'est mon cas, bien sûr, je suis créationniste. Je traite de la théorie de l'évolution dans le dernier chapitre, dans la chronologie du paradigme moderne, et donc je démonte la théorie de l'évolution de Darwin. Par contre, il est clair que je n'invite pas les gens à être créationnistes. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Ça ne m'intéresse pas. Chacun fera ce qu'il voudra de son temps, de ses lectures et de ses réflexions. Ça, c'est vraiment, c'est ma croyance. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que l'évolutionnisme darwinien est une supercherie, que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est une vérité. Il y a des centaines et des centaines de preuves, des dizaines de bouquins ont été écrits là-dessus. Les gens les ignorent, c'est pour ça qu'ils contredisent bêtement sans avoir lu tout ça. Comme toujours, c'est le problème de la démocratie, c'est pardon, de donner à croire aux gens qu'ils ont le droit de donner leur avis tout en ignorant les tenants et aboutissants de la question exposée, posée ou à développer. Donc ça, c'est quand même fatigant à la fin. Mais, effectivement, quand on a détruit l'évolutionnisme, qu'est-ce qu'il reste? Ben, j'ai un peu envie de vous dire, ben, cherchez par vous-même et essayez de comprendre pourquoi on a essayé de académiser, de officialiser, d'universaliser cette théorie ridicule qui ne correspond pas du tout aux découvertes de la science moderne. Juste un exemple très simple, la complexité cellulaire. La complexité cellulaire de n'importe quelle cellule, la plus misérable cellule eucaryote de 20 microns de diamètre, avec un ADN à l'intérieur qui fait 2 mètres de longueur, qui est dans le noyau, qui est encore plus petit que la cellule, avec des mitochondries, qui est la centrale énergétique avec un ARN mitochondrial à part, avec des systèmes réticulum endoplasmiques pour fabriquer des protéines, avec 6 appareils de Golgi, avec un cytosquelette qui sont des autoroutes pour faire balader tout ça de bout en bout, avec 1 million d'opérations chimiques par seconde,
dans chaque cellule. C'est pas une petite brique qui s'additionne à une autre pour créer, hein, comme l'avait dit, comme le croyait au départ, ces guignols décérébrés et imbéciles. Ça n'a strictement rien à voir. Ça défie la raison. La cellule, la complexité de la cellule, c'est un scientifique qui le dit, il y a toutes les références dans le livre, hein, est aussi importante qu'une grande ville, une grande métropole comme New York, Londres ou Paris. Vous voyez un petit peu ce que cela veut dire. Tous les câblages électriques, l'eau, enfin, c'est délirant, ça va, c'est délirant. C'est ça la cellule. Et ça, il y a des statistiques qui ont été faites, par exemple, pour créer une petite protéine de 200 acides aminés, et il y a une chance sur 10 puissance 950 que cette protéine se forme de telle sorte. Et il n'y a pas assez de temps et de possibilités dans tout l'espace pour atteindre ces statistiques. Voilà, même dans plusieurs univers. Vous ne pouvez pas. Et pour une petite protéine de 200 acides aminés, c'est rien. Que dire d'un ADN de 2 mètres de longueur? Enfin, non, soyons sérieux 30 secondes, soyons sérieux 30 secondes. Après, bon, ça énerve certains quand on dit ça. Bah écoutez, je crois que j'exerce une liberté d'expression, je dis ce que je veux. Si j'ai tort, ben prouvez-le. C'est simple en plus, prouvez-le. Faites des textes qu'on publiera, moi je publie hein, sur mon site, il n'y a aucun souci. Faites des vidéos qu'on transférera, on répondra, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. Mais amenez vos preuves. Il ne suffit pas juste de s'énerver et de, voilà, les discussions de comptoir, c'est bon, on va les laisser pour les poivreaux. Il y a des sociétés humaines sur Terre, depuis toujours. Les sociétés humaines, c'est un groupe d'individus qui peut être composé de 3, 4 ou 1 million de personnes. À partir du moment où on se met ensemble, il y a des règles communes. Et obligatoirement, il y a un chef. Obligatoirement, il y a des règles. Obligatoirement, il y a une levée d'impôts. Obligatoirement, il y a une armée pour sécuriser, la police. Il y a une justice, bien sûr, c'est le pilier central, etc., etc., etc. L'aide des démunis, le trésor public. Je crois que ceci est essentiel. Donc tout le monde l'aura compris. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est des évidences. Maintenant, comment gérer cette communauté d'êtres humains? Il y a différentes techniques. Alors la technique unique qui a été utilisée de tout temps, de toute histoire humaine écrite connue, donc il y a toute l'histoire humaine qui n'est pas écrite, qui n'a pas été écrite parce que l'écriture est venue avec la décadence de l'humanité pour rappeler à l'homme ses devoirs, alors qu'avant il les a intégrés, ils faisaient partie intégrante de lui-même, de son âme et de son corps. Là maintenant il lui faut un écrit pour se rappeler ces choses-là. Il lui faut signer des contrats avec des témoins, sinon il oublie, sinon il fait des bêtises. Donc bon bref, donc d'histoire humaine connue, c'est le roi et l'aristocratie qui a géré les communautés humaines. L'aristocratie, c'est les meilleurs d'entre nous qui prennent le pouvoir pour gérer la société humaine. Je signale quelque part qu'aujourd'hui c'est le cas aussi, puisqu'un magistrat, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, beaucoup bossé, c'est pas n'importe qui. Un médecin, un ingénieur, quand il y aura par exemple un accident nucléaire ou un accident électrique, une tempête, on va aller prendre les meilleurs d'entre nous pour régler les problèmes. On ne va pas aller prendre n'importe quel abruti du quartier et lui demander comment on va solutionner des problèmes d'approvisionnement en eau ou en nourriture de telle zone. On prend les meilleurs d'entre nous. Ça c'est encore une évidence, mais il faut rappeler ces évidences en ces temps sombres où tout est perdu en fait. Et donc de tout temps, voilà, il y avait un roi et qui était sous l'autorité qui avait le pouvoir temporel et qui était sous l'autorité du pouvoir spirituel. J'invite tout le monde à lire l'ouvrage exceptionnellement limpide de René Guénon, Autorité spirituelle, pouvoir temporel. Et ça marchait comme ça, et ça marchait très 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 bien. Je vous signale que les plus belles civilisations, les plus belles constructions de l'humanité étaient basées sur ce système. Hein. Je vous signale que l'Occident est un accident. L'Occident qui veut dire oxyre, tuer, tomber, mourir, est une
est une bêtise, c'est une erreur, c'est une tare historique qui est vouée à disparaître. Et je donnerai pas cher des vestiges de l'Occident. Hein. Les vestiges, l'Occident qui est matérialisé, si on pouvait définir l'Occident au niveau de sa construction, son architecture, on parlerait de l'acier et du béton. Et ces deux produits ne durent pas dans le temps. Par contre, la pierre, elle est quasiment éternelle. Et quand vous verrez le nombre de pyramides et de très belles structures je sais pas, par la muraille de Chine, etc., qui perdurent depuis des millénaires, je crois que on a eu des civilisations beaucoup plus belles que la nôtre, beaucoup plus sérieuses que la nôtre. Après, on arrive aux Lumières et on nous parle de démocratie. Bon, je veux bien, moi. Mais à ce moment-là, n'importe quel guignol peut prendre le pouvoir. C'est ce qui est arrivé avec Sarkozy, ou avec Hollande, ou avec n'importe quel guignol, n'importe quel truand peut prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, et il sera aidé pour ce faire par le bankster, qui financera la campagne électorale du truand. Et je crois que là, les carottes sont cuites. Donc depuis le régicide en France et quelques autres nations, eh ben, c'est qui dirige? C'est des voyous, des francs-maçons, des dégénérés sexuels. On a failli avoir DSK comme président de la République. Ça ne vous suffit pas pour condamner définitivement la démocratie? Pour être pour le royaume? Bon, certains vont me sortir l'argument ridicule de la littérature maçonnique, du roi, voleur, etc., etc. Oui, mais je pourrais citer les rois bons aussi. Hein, bon, faut être sérieux 30 secondes. Ça, c'est exactement le même argument de la communauté homosexuelle qui nous explique, oui, il vaut mieux avoir deux homosexuels qui ne tapent pas leur enfant comme parents qu'un couple de parents alcooliques qui tapent ou qui violent son enfant. Mais qu'est-ce que c'est que ces exemples? Enfin, c'est même pas de la rhétorique, c'est gros comme un éléphant au milieu du salon. Ça n'a aucun sens, c'est pas des arguments, ça. Ça, c'est des cas spécifiques, c'est des accidents, c'est des faits divers. Et depuis quand on fait des faits divers, des règles sociétales? Eh bien, depuis l'époque moderne, médiatique. On ouvre les journaux télé du 13h et du 20h avec la neige ou un fait divers. Voilà, la dame elle a glissé, elle s'est fracturé le col du fémur, ça fait le 20h. C'est problématique, c'est pas comme ça qu'on gère une nation. Donc, je crois qu'un roi ne peut pas trahir son pays, un roi ne peut pas fuir son pays s'il y a comme Ben Ali ou Moubarak ont fait, il peut pas, il est obligé de mourir là où il est, c'est sa terre, ses ancêtres sont enterrés sur place, il est légitime, il est, voilà, enfin, il peut pas trahir, il peut pas se trahir lui-même, il peut être médiocre, il peut être corrompu, il peut être corrompu par l'époque, par la décadence, par le Kali Yuga. Déjà, il faut même pas prendre les rois de cette période sombre du Kali Yuga, prenons des rois justes, prenons des rois grands, il y en a eu beaucoup. Et voilà, et après, voilà, enfin, je crois que les choses sont claires. Pour moi, les choses sont claires. Et pour finir sur cette question, on me pose souvent cette question comme si j'étais un fou et que c'était un peu, comment dire, anachronique. Ben, je vous signale que l'Angleterre, c'est rien d'autre qu'un royaume. L'Espagne, la Scandinavie, la Belgique. Ben, je suis pas fou quand même. Donc cette question, elle n'a aucun sens. Autre chose, il y a un article qui vient de sortir dans lequel on nous explique que la reine d'Angleterre avait son mot à dire sur absolument toutes les questions gouvernementales. Voilà. Vous croyez quand même pas que ces descendants des franquistes de Jacob Frank et de sa bataille Zevi vont laisser le pouvoir à des députés qui ne sont pas dans le... Non, soyons sérieux 30 secondes. Il faut savoir de quoi on parle. Donc voilà, donc je trouve moi cette question assez redondante et elle n'est pas légitime en fait. Elle n'est pas légitime parce que voilà, ce système existe en Europe, il existe dans plein de pays dans le monde encore. La démocratie a failli, la démocratie est une mascarade. Voilà, la démocratie c'est quoi? C'est Jean-François Cropé en 2017 en France. Vous vous moquez de qui?
Voilà, vous vous moquez de qui? Et vous ne pouvez pas les battre. Vous n'avez pas 50 millions d'euros de budget électoral, vous ne pourrez pas gagner. Point final. Le système est corrompu, le système est lésé, le système est faux dès le départ. Voilà. En fait, bon, l'homosexualité est devenue un sujet de société extrêmement important, pourtant très curieux puisqu'il ne représente pas même pas 1% de la population, c'est vraiment très très curieux, puisque c'est antidémocratique, puisque les lois du nombre devraient prévaloir sur les lois des minorités, c'est le principe de la démocratie, non pas celui de la justice qui se doit de protéger le faible, non, 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 ils ne sont pas faibles les homosexuels, pas du tout, ils sont puissants, c'est un lobby puissant, il n'y a qu'à voir les milliardaires Pierre Berger et compagnie, mais bon, c'est vrai que l'homosexualité est une question qui se pose. Alors comment devient-on homosexuel? J'ai fait une vidéo sur l'homosexualité qui, je pense, a fait le tour de la question, de la nature, on va dire, pas naturelle de l'homosexualité masculine, puisque, bon, je crois que biologiquement, anatomiquement, c'est pas fait pour. Métaphysiquement, c'est pire. Hein, le yin, le yang, le positif, le négatif, la dualité, etc. Bon, sauf qu'on n'a pas le droit de dire tout ça dans ce pays, puisqu'on est taxé tout de suite d'homophobe et on peut finir en prison ou avec des amendes extrêmement lourdes. Maintenant, ce que je peux constater, c'est qu'il y a différentes façons d'être homosexuel, et aujourd'hui, la façon la plus répandue est une façon culturelle de devenir homosexuel. C'est-à-dire que les gens ils se disent, bon, pourquoi pas, ne pas essayer, pourquoi, en fin de compte, je suis attiré par exemple, on voit ça dans les radios, les Skyrock et les Fun Radio, etc., dans les coups de fil des adolescents, on a des adolescents en pleine formation et maturation sexuelle, qui se posent des questions et on va leur dire oui, c'est tout à fait normal, il faut y aller, il faut foncer. Non, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est extrêmement inquiétant que l'éducation sexuelle de nos jeunes soit faite par des gens comme Diffoul ou comme Coé. C'est extrêmement grave, c'est très dangereux et ce n'est pas sérieux du tout. Hein, bon, voilà, je crois que c'est évident. Maintenant, l'homosexualité en tant que telle, est-ce qu'elle est diabolique? Religieusement, oui. Religieusement, oui. Elle est condamnée par toutes les religions. Aristote lui-même le faisait, les Grecs eux-mêmes condamnaient l'homosexualité malgré ce que certains pourraient croire, parce qu'elle n'est pas naturelle quant à la reproduction des êtres. Et c'est très curieux, parce que dans une société matérialiste, ultra-capitaliste, le renouvellement des générations avec tout ce qui est caisse des retraites, etc., formation professionnelle, et je crois que c'est essentiel au système. Et ben là, l'homosexualité, elle brise tout ça, même s'ils veulent nous faire croire qu'ils veulent des enfants, alors que la majorité, pas du tout, ils n'exigent rien. Le mariage homosexuel est une création maçonnique, typiquement maçonnique. On sait d'où vient Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. On sait que c'est une commande maçonnique, comme va suivre bientôt l'euthanasie, etc. Ce sont des blasphèmes contre la religion que la maçonnerie essaie d'imposer. Après, bon, comme dirait l'autre, chacun fait ce qu'il veut de son postérieur. Je crois que c'est tout à fait évident, je crois que c'est clair, qu'on peut être quelqu'un de bien sans religion, c'est évident. Par contre, je crois que il est, comment dire, il est essentiel de se rendre compte qu'il faut, à un moment donné, si, je dis bien si, Dieu existe, il faut lui rendre hommage et je crois que c'est un problème à régler avec lui. C'est pas un problème à régler avec les hommes. Voilà, c'est tout. On croit ou on ne croit pas. Entre nous, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, avec lui, c'est plus pareil. C'est comme si vous me disiez, oui,
moi je suis quelqu'un de bien, je travaille, je fais du bien autour de moi, mais je ne paye pas mes impôts. Ben, vous verrez l'État venir récupérer sans dû, avec violence, avec huissier, etc., tribunal, police. Ils vont vendre vos biens, récupérer leurs impôts. Il n'y a qu'à voir Dieudonné, comment ils lui ont fait pour le coup de sa SCI. Donc à un moment donné, voilà, Dieu c'est beaucoup plus prestigieux. Dieu c'est beaucoup plus sérieux. Et il va falloir éventuellement lui rendre des comptes s'il existe. S'il n'existe pas, ben vous aurez gagné. Voilà, c'est tout. Mais sinon, bien sûr qu'on peut être quelqu'un de bien, mais encore heureux. On peut être quelqu'un de très très bien, avec une morale qui découle de tout ça, hein, qui découle de la religion. Mais voilà, et ne pas croire en Dieu, pourquoi pas, bien sûr, j'en connais. Et je suis très content de connaître certaines personnes, parce que c'est des gens bien, tout simplement, des gens honnêtes, serviables, humains. Mais la question divine, elle est à régler avec le Créateur, pas avec moi, ni avec les croyants. Non, là, je crois que là, ce n'est pas possible. Là, la laïcité est un concept dégénéré, puisqu'il veut dire tout simplement ignorant. C'est l'antonyme de clerc qui veut dire savant. La laïcité n'a aucun sens, ça n'existe pas hein, dans la tradition. Donc, alors il y a deux façons de prendre cette question, de répondre à cette question. Démocratiquement, oui, si le peuple est en majorité musulman et qui décide de vivre selon les préceptes. Donc c'est le peuple qui règne. Donc il a le droit, point. Comme il a le droit le peuple, s'il veut, il peut autoriser le mariage homosexuel, la gestation pour autrui, etc. Il peut faire n'importe quelle connerie comme n'importe quelle bonne chose, puisque c'est la légitimité démocratique qui lui donne ce droit. Ça, c'est une chose. Il peut même l'inscrire sur la Constitution, etc. Et que ça devienne gravé dans le marbre. Maintenant, bien sûr, la démocratie n'existe pas en religion. Ce n'est pas le peuple qui a le droit à la parole. La parole, elle vient du Seigneur et elle s'applique sur les hommes. C'est ce que font par exemple les francs-maçons en loge. Il y a une constitution, ils l'appliquent point final, ils ne donnent pas leur avis. La constitution d'Anderson des Aguiliers. Maintenant, la question à poser, où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut de nos sociétés et qu'est-ce qu'on est devenu après l'exclusion de la religion. Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Par quoi on a remplacé la religion et est-ce que les promesses de ce remplacement ont été tenues? Ben, je crois que non. Je crois que c'est évident que c'est une faillite totale. Le mensonge a été énorme, la supercherie monumentale. Le gestionnaire actuel, le patron, c'est le bankster, c'est les Rothschild, le franquiste Rothschild et compagnie. Donc je crois que voilà, les choses sont dites. Maintenant, celui qui veut appliquer la religion, il applique la religion dans sa totalité. Et non pas la religion laïcisée comme essaient de le faire certains. Parce que sinon, ce n'est plus une religion. En fait, il faut s'intéresser à ces questions et les choses se clarifieront. Mais ce sont des questions extrêmement graves, extrêmement pointues. C'est de la doctrine. Il n'y a pas de... Voilà, on ne tourne pas autour du pot, c'est carré, c'est comme ça. C'est comme le code pénal, le code civil, c'est carré. Donc soit c'est oui, soit c'est non, quelque part. C'est un petit peu ça, hein. Pas reçu grand-chose, franchement. Oui, des petits trucs, des petites broutilles. C'est pas méchant. Lors des élections, quelques coups de fil, quelques personnes qui ont essayé d'intimider, mais c'est pas méchant. Mais de toute façon, voilà, ce qui m'anime, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Donc, il n'y a personne sur cette planète qui pourra me faire changer d'avis ou me faire peur. Voilà, les enjeux sont trop gros. Il n'y a pas d'achat, il y a personne qui peut m'acheter avec les biens de ce monde. Lors de l'invasion de la Libye par l'Italie, il y a un grand guerrier qui s'appelait Omar El Mokhtar, à ne pas confondre avec Mokhtar Belmokhtar, le borgne, le guignol, le dealer de drogue des derniers événements au Mali, en Algérie. Omar El Mokhtar qui a
que les Italiens ont essayé d'acheter avec 50 000 lire, je crois, mensuels, et qui a refusé en fait. Je ne me compare pas à lui, hein, c'est un grand guerrier, on n'a rien à voir les uns et les autres. Moi je suis un petit personnage, mais il n'est pas achetable, voilà, on n'est pas acheté, c'est pas possible. Parce que les enjeux, vous n'avez pas assez d'argent pour nous acheter et assez de puissance aussi. Parce que l'enjeu en face, il est 1 milliard de fois plus violent, plus puissant, plus grandiose. Donc j'ai choisi mon camp et c'est définitif. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, c'est terminé. J'en ai marre qu'on me prenne pour un imbécile. J'en ai marre de tous ces mensonges, de tout ce désordre, de toute cette misère sociale. 10 millions de pauvres en France alors qu'on est dans un pays extrêmement riche. Les files d'attente de SOS bidule, des Maüs, Restos du Cœur, la Croix-Rouge, ça rallonge, des gens qui bossent, qui dorment dans leur bagnole. Il y a un chiffre qui résume tout. 1988, environ 7 millions de personnes viennent aux urgences. 1988. 2010, on est à plus de 16 millions. Voilà. Et tout est là. Et c'est pour ça que les politiques sont nuls actuellement. Parce que qu'est-ce que vous proposez? Quelles idées neuves? Comment on fait? C'est même pas de droite et de gauche. C'est de se dire, voilà, comment on va faire. On est dans une crise monstrueuse. On y est. Vous voyez, on y est. Et vous avez la racaille maçonnique, les banksters qui s'enrichissent. Vous avez un Nicolas Doisy, le chef économiste, le broker du Crédit Agricole chez Chevreux, qui nous explique que c'est lui le patron en France et ce n'est pas François Hollande. C'est comment ça, moi ça me fatigue, ça m'exaspère. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça, vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Doisy? Je suis en CDI, bien évidemment, voilà. Et ces gens-là, je vais les combattre sur le terrain intellectuel, bien sûr, évidemment, et on va essayer de réveiller les gens pour dire la vérité. Et c'est pas leurs petits coups qui vont nous faire changer d'avis. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. C'est à eux de nous craindre et pas l'inverse. Je crois que ça, faut bien que vous le compreniez. Voilà. Après, chacun ses motivations. Là, cette question, voilà, il y a plusieurs réponses. Alors, la première, c'est, il y a peut-être celles qui m'ont le plus impressionné, c'est des personnes que vous ne connaissez pas, parce que j'ai rencontré des gens, des amis qui sont assez exceptionnels et que malheureusement vous ne pouvez pas connaître, puisque voilà, c'est comme ça. Maintenant, les gens que j'ai fréquentés dans mes conférences et qui m'ont le plus impressionné pour le moment, intellectuellement, on va dire scientifiquement, ça va être le docteur Gernez. C'est pas humain. Voilà, surtout si on met en comparaison le génie, l'humilité, la gentillesse, la disponibilité, c'est pas humain, c'est quelque chose d'une autre planète. Pierre d'Ortiguet, bien sûr, ça c'est le côté philosophique. Au niveau du courage, de la folie, du génie artistique, Dieudonné, bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Voilà, enfin, pour ne citer que cela. Mais bon, je suis aussi, enfin, il y en a beaucoup d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Marion Sigaud, pour moi, est quelqu'un d'exceptionnel, exceptionnel, au niveau professionnel comme au niveau humain. Étienne Chouard, c'est quelque chose. Cette humilité, cette gentillesse, un peu trop peut-être,
excuse-moi Étienne, mais trop gentil Étienne, trop quelqu'un d'extrêmement bon, voilà, qui veut changer les choses et ça motive, ça encourage, ça donne envie voilà, ça donne envie d'avancer. Bon, j'en oublie parce que j'en ai fait trop, hein. Kémy Séba, le courage d'un Kémy Séba, la radicalité d'un Kémy Séba, la cohérence d'un Kémy Séba. Qui d'autre, voilà, enfin, voilà, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Bon, ben, c'est très simple. On peut dire René Guénon autant que Julius Evola, hein, puisque Evola aussi a écrit un livre qui s'appelle La crise du monde moderne. Mais c'est vrai que je suis plutôt guénonien. Ben je crois que c'est pas compliqué. René Guénon a fait partie de toutes les sectes, j'appelle secte, la franc-maçonnerie pour moi c'est une secte, hein, de tous les mouvements spirites, etc. du début du siècle dernier. Il a tout essayé. Par contre, on dit souvent que Guénon est un franc-maçon, etc. D'abord, la franc-maçonnerie, la vraie franc-maçonnerie opérative, c'est quelque chose d'excellent. C'est même pas bien, c'est excellent. Parce que construire des cathédrales en s'appuyant sur le nombre d'or, des cathédrales qui ont 2000 ans et qui ont résisté au tremblement de terre et au bombardement des deux guerres, je crois qu'il faut quand même être un petit peu surhumain. Ça, c'est une chose. Je ne parle pas des pyramides, etc., dont on ne peut même pas expliquer la technique, aujourd'hui en 2012. Donc la franc-maçonnerie théorique, opérative, pas spéculative, c'est quelque chose de très bien, sauf que pas n'importe qui, il faut être tailleur de pierre, il faut être maçon. Maintenant, je rappelle aux gens qui nous écoutent, moi j'ai lu tout René Guénon, donc je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'ont pas lu René Guénon, ou du moins peut-être un ou deux livres, et qui disent des bêtises. René Guénon a écrit donc quand même dans la France antimaçonnique. René Guénon a condamné la franc-maçonnerie sous tous ses aspects. Alors il disait que c'est vrai qu'il aurait aimé qu'il y ait un redressement, il appelait ça un redressement. Mais non, il n'y en aura pas. Il le disait, j'ai une citation en tête, que ça l'étonnerait, etc. On ne peut pas redresser, c'est le Kali Yuga, c'est fini. Voilà, c'est un traditionnaliste, bien sûr, puisque toute religion est traditionnaliste, puisque la religion commence chez Adam et Ève. C'est ce que dit René Guénon. Et la religion, elle intéresse tous les peuples du monde, c'est ce que dit René Guénon. Alors il trouve les points communs entre toutes les traditions, il a fait un travail là-dessus, dans le symbolisme, etc. Et je crois que c'est tout à fait cohérent. Mais par contre, René Guénon n'est ni un occultiste, ni un ésotériste. René Guénon est un religieux, est un doctrinal. Voilà. On peut dire qu'il est ésotériste, dans son aspect religieux, dans son engagement soufi, mais dans un aspect tout à fait orthodoxe. Voilà. Bon, après là, il faut s'y connaître un peu là-dedans. Ce serait compliqué, cette interview ne se prête pas à ce genre de développement. Pas trop, à vrai dire, hormis le malheureux, j'espère qu'il se portera mieux, le malheureux Chavez et Ahmadinejad, personne d'autre. Voilà, personne d'autre. Et encore, je me méfie. Je vous le dis tout de suite. Et encore, je me méfie. Parce que je m'attends à tout, absolument à tout. J'estime que ces deux-là sont honnêtes. J'estime que ces deux-là sont légitimes à vouloir ce qu'ils veulent dans leur pays. Ils sont souverains. Ils attaquent le système et l'empire. Mais je me méfie. Je garde toujours, c'est mon côté un petit peu parano, si vous le permettez. Et puis, je fais ce que je veux aussi. Mais sinon, tout le reste, moi, Poutine, je ne fais pas confiance du tout. Et la façon avec laquelle il a donné la naturalisation russe à Depardieu, moi, elle m'a un peu dégoûté. C'est pas grand-chose, mais cette façon, c'est un peu... Bon, il n'a pas en grande estime sa patrie, quoi. Et en plus, il fait partie de l'association du conseil d'administration de la City, Poutine, oui, je vous le dis comme ça au passage, la City de Londres, la finance qui a détruit le monde. Donc j'y crois pas du tout à l'axe bidule russe, pas du tout.
Non, 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 ils sont tous infiltrés. L'Afrique est totalement maçonnisée. La Chine, c'est une poubelle. Ils sont passés d'un communisme centralisateur à la plus grande dépravation capitaliste. Enfin, c'est n'importe quoi. Je parle pas des peuples, hein, je parle des gouvernants. Donc non, 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 non. Ce monde est voué à la chute et il chutera. Guerre mondiale, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, une très sévère guerre mondiale, guerre totale. L'excuse sera l'Iran ou sera une autre. Il ne faut pas rêver, ils ne contrôlent pas tout, les mondialistes. Ça peut leur échapper. Ils mettent tout, ils font tout en sorte pour que cela arrive et qu'ils contrôlent. Mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Je crois que ça c'est clair. Il faut bien en être certain. Ce ne sont pas ils n'ont pas cette capacité d'omniscience et d'omniprésence, etc. Voilà, ils savent pas tout, ils ne sont pas partout en même temps. Il faut arrêter de leur donner trop d'importance. Par contre, oui, on va avoir droit à cette guerre, parce que tout simplement, et là il faut que les gens se réveillent, il y a volonté de construction du troisième temple, le temple de Jérusalem, le temple donc de la franc-maçonnerie, puisqu'il s'agit du même temple. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein. Encore une fois, arrêtez de m'accabler de tous les mots, je ne suis responsable de rien. S'ils font ça, c'est une troisième guerre mondiale avec l'islam, ça va pas être rigolo, c'est complètement absurde d'en arriver là, c'est stupide, c'est délirant, c'est dangereux, et ce sont vos élites qui le veulent. Voilà, ils parlent à la télé, c'est eux, voilà. Donc ça va finir comme ça. Il y a eu déjà des émeutes de la faim, les situations sont très instables, nous avons des pays qui sont dans des états catastrophiques de non-gouvernance, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la situation est très grave. Donc tout concourt à ce que ça explose. Voilà, et du désordre naît l'ordre nouveau donc c'est le dicton maçonnique Ordo ab Chao. Donc ils pourront après créer leur gouvernance mondiale, et comme le disait Jacques Attali, avec un gouvernement mondial à Jérusalem. Il dit ça tout à fait simplement, il passe sur LCP, dans la maison du Japon, là, le culturel du Japon. C'est complètement fou. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali. Il le dit et les gens, ils ne savent même pas de quoi il parle en fait. Hein. Les gens, la majorité, ne savent même pas de quoi il est question. Ben moi je vais vous le dire, le temple de Salomon, la Knesset, la cour bidule de justice qui a été construite par Dorothy de Rothschild, le franquiste, adepte de Jacob Frank, réincarnation, la deuxième réincarnation de Sabbatai Zevi. Ça, il faut vraiment que vous preniez conscience de cette problématique, puisque Brzezinski était franquiste. Voilà, la politique américaine est une politique franquiste, l'Europe est franquiste, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., c'est des franquistes. Il y a des preuves, hein, avec des généalogies, hein, des preuves physiques. Et ces gens-là sont des nihilistes, ils veulent hâter l'arrivée de l'Antéchrist, c'est leur plan. On y croit, on n'y croit pas, c'est une autre affaire, mais c'est leur plan. Bon, par contre, pour conclure, je crois qu'il est essentiel d'amener un petit peu une note d'espoir on n'est pas là pour faire déprimer les gens. Le constat est violent. Le livre traite de cette question assez rude et grave, certes, mais il est essentiel vraiment de dire aux gens qu'il est tout à fait possible de redresser la situation, de relever la tête, de combattre ce désordre, de le dénoncer, parce que tout simplement c'est la nature même des choses. C'est la nature même des choses, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la justice, c'est la vérité. Donc, quel que soit le désordre, il ne sera que momentané, il ne sera que petit, il sera toujours, à un moment donné, il viendra toujours le temps du redressement, soit à la fin du cycle, soit que ce soit ponctuel, géographiquement, historiquement, mais il y a toujours cette capacité de redresser les choses. Donc moi, je suis
totalement, mais vraiment confiant de l'avenir. La bataille, on la gagnera. Si ce n'est pas nous, ce sera nos descendants. C'est une nécessité. La question donc ne se pose pas. On ne peut pas laisser le désordre régner de la sorte, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, bon, parce que tout simplement le péril arrivera un jour ou l'autre à votre demeure, à votre travail. Donc si vous vous foutez un petit peu de la crise, à un moment donné la crise vous touchera. Donc je ne trouve pas ça intelligent de laisser faire jusqu'au jour où vous chutez et que vous vous retrouviez seul. Donc il faut recréer des liens sociaux. Il y a plein de solutions pour rétablir un peu d'ordre. Il faut, quelque part, c'est un petit peu violent ce que je vais dire, mais il faut se réhumaniser. Voilà, on a été zombifié, on a quitté notre statut d'humain. Là, il faut se réhumaniser, vraiment, avec des liens sociaux. Il faut freiner un petit peu, lever la tête du guidon. Il faut s'instruire, il faut quitter, il faut jeter la télé. Il faut s'instruire là où il y a de la science, où il y a de la vérité, avec des gens exceptionnels. Dans le réseau de la dissidence sur Internet, vous avez des gens exceptionnels. Vous avez des informations je sais pas, que d'autres pourraient mettre un siècle à trouver et que vous trouvez avec des simples clics, gratuites souvent. Donc tout est jouable, tout est faisable. Vous pouvez constater la puissance de Big Pharma, financière, médiatique, politique, etc. Et pourtant, ils sont si fragiles. Si fragiles. Il suffit de dire non à leurs injections de vaccins. Il suffit de dire non à l'hypermédicalisation de la grossesse. Il suffit de faire attention à ne pas manger toutes leurs cochonneries pour essayer d'éviter le cancer. Donc c'est très simple en fin de compte de réagir et de rééquilibrer ces choses. Il faut en parler autour de soi. Il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser Souvent cette question revient, oui, tu n'as pas peur, on t'a pas fait... Arrêtez avec ce sentiment, c'est du luxe, la peur, et on n'a pas le temps d'avoir peur. Ça ronge de l'intérieur, c'est fatigant. On a peur 15 jours, on a la boule 15 jours, après ça passe. C'est fini. Après il faut combattre, il faut batailler. Donc franchement, moi j'ai beaucoup d'espoir pour le futur, et parce que c'est ainsi, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et puis merci encore pour cette interview. Et j'espère, pourquoi pas, après lecture du livre, que vous me poserez des questions encore. Et il y a dans le site Édition Fiat Lux les avis à donner sur le livre. Vous pouvez y aller, des critiques positives, négatives. Et nous sommes là pour y répondre. Donc merci pour tout et à très bientôt. Puisque c'est la légitimité démocratique qui lui donne ce droit. Ça, c'est une chose. Il peut même l'inscrire sur la Constitution, etc. Et que ça devienne gravé dans le marbre. Maintenant, bien sûr, la démocratie n'existe pas en religion. Ce n'est pas le peuple qui a le droit à la parole. La parole, elle vient du Seigneur et elle s'applique sur les hommes. C'est ce que font par exemple les francs-maçons en loge. Il y a une constitution, ils l'appliquent pour un final, ils ne donnent pas leur avis. La constitution d'Anderson des Aguiliers. Maintenant, la question à poser, où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut de nos sociétés et qu'est-ce qu'on est devenu après l'exclusion de la religion. Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Par quoi on a remplacé la religion et est-ce que les promesses de ce remplacement ont été tenues? Ben, je crois que non. Je crois que c'est évident que c'est une faillite totale. Le mensonge a été énorme, la supercherie monumentale. Le gestionnaire actuel, le patron, c'est le bankster, c'est les Rothschild, le franquiste Rothschild et compagnie. Donc je crois que voilà, les choses sont dites. Maintenant, celui qui veut appliquer la religion, il applique la religion dans sa totalité. Et non pas la religion laïcisée comme essaient de le faire certains. Parce que sinon, ce n'est plus une religion. En fait, il faut s'intéresser à ces questions et les choses se clarifieront. Mais ce sont des questions extrêmement graves, extrêmement pointues. C'est de la doctrine. Il n'y a pas de... Voilà, on ne tourne pas autour du pot, c'est carré, c'est comme ça. C'est comme le code pénal, le code civil, c'est carré. Donc soit c'est oui, soit c'est non, quelque part. C'est un petit peu ça, hein.
Pas reçu grand-chose, franchement. Oui, des petits trucs, des petites broutilles. C'est pas méchant. Lors des élections, quelques coups de fil, quelques personnes qui ont essayé d'intimider, mais c'est pas méchant. Mais de toute façon, voilà, ce qui m'anime, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Donc, il n'y a personne sur cette planète qui pourra me faire changer d'avis ou me faire peur. Voilà, les enjeux sont trop gros. Il n'y a pas d'achat, il y a personne qui peut m'acheter avec les biens de ce monde. Lors de l'invasion de la Libye par l'Italie, il y a un grand guerrier qui s'appelait Omar el-Mokhtar, à ne pas confondre avec Mokhtar Belmokhtar, le borgne, le guignol, le dealer de drogue des derniers événements au Mali, en Algérie. Omar el-Mokhtar, et je crois que c'est un problème à régler avec lui. C'est pas un problème à régler avec les hommes. Voilà, c'est tout. On croit ou on ne croit pas. Entre nous, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, avec lui, c'est plus pareil. C'est comme si vous me disiez, oui, moi je suis quelqu'un de bien, je travaille, je fais du bien autour de moi, mais je ne paye pas mes impôts. Ben, vous verrez l'État venir récupérer sans dû, avec violence, avec huissier, etc., tribunal, police. Ils vont vendre vos biens, récupérer leurs impôts. Il n'y a qu'à voir Dieudonné, comment il lui en fait pour le coût de sa SCI. Donc, à un moment donné, voilà, Dieu c'est beaucoup plus prestigieux. Dieu c'est beaucoup plus sérieux. Et il va falloir éventuellement lui rendre des comptes s'il existe. S'il n'existe pas, ben vous aurez gagné. Voilà, c'est tout. Mais sinon, bien sûr qu'on peut être quelqu'un de bien, mais encore heureux. On peut être quelqu'un de très très bien, avec une morale qui découle de tout ça, hein, qui découle de la religion. Mais voilà, et ne pas croire en Dieu, pourquoi pas, bien sûr, j'en connais. Et je suis très content de connaître certaines personnes. Parce que c'est des gens bien, tout simplement, des gens honnêtes, serviables, humains. Mais la question divine, elle est à régler avec le Créateur, pas avec moi, ni avec les croyants. Non, là, je crois que là, ce n'est pas possible. Là, la laïcité est un concept dégénéré, puisqu'il veut dire tout simplement ignorant. C'est l'antonyme de clerc qui veut dire savant. La laïcité n'a aucun sens, ça n'existe pas hein, dans la tradition. Donc, alors il y a deux façons de prendre cette question, de répondre à cette question. Démocratiquement, oui, si le peuple est en majorité musulman et qui décide de vivre selon les préceptes. Donc c'est le peuple qui règne. Donc il a le droit, point. Comme il a le droit le peuple, s'il veut, il peut autoriser le mariage homosexuel, la gestation pour autrui, etc. Il peut faire n'importe quelle connerie comme n'importe quelle bonne chose, puisque c'est la légitimité démocratique qui lui donne ce droit. Ça, c'est une chose. Il peut même l'inscrire sur la Constitution, etc. Et que ça devienne gravé dans le marbre. Maintenant, bien sûr, la démocratie n'existe pas en religion. C'est pas le peuple qui a le droit à la parole. La parole, elle vient du Seigneur et elle s'applique sur les hommes. C'est ce que font par exemple les francs-maçons en loge. Il y a une constitution, ils l'appliquent pour un final, ils ne donnent pas leur avis. La constitution d'Anderson des Aguiliers. Donc maintenant, la question à poser, où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut de nos sociétés. Le peuple, s'il veut, il peut autoriser le mariage homosexuel, la gestation pour autrui, etc. Il peut faire n'importe quelle connerie comme n'importe quelle bonne chose, puisque c'est la légitimité démocratique qui lui donne ce droit. Ça, c'est une chose. Il peut même l'inscrire sur la Constitution, etc. Et que ça devienne gravé dans le marbre. Maintenant, bien sûr, la démocratie n'existe pas en religion. C'est pas le peuple qui a le droit à la parole. La parole, elle vient du Seigneur et elle s'applique sur les hommes. C'est ce que font par exemple les francs-maçons en loge. Il y a une constitution, ils l'appliquent pour un final, ils ne donnent pas leur avis. La constitution d'Anderson des Aguiliers. Donc maintenant, la question à poser, où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut de nos sociétés et qu'est-ce qu'on est devenu après l'exclusion de la religion. Voilà.
C'est ça la question qu'il faut poser. Par quoi on a remplacé la religion, et est-ce que les promesses de ce remplacement ont été tenues? Ben, je crois que non. Je crois que c'est évident que c'est une faillite totale. Le mensonge a été énorme, la supercherie monumentale. Le gestionnaire actuel, le patron, c'est le bankster, c'est les Rothschild, le franquiste Rothschild et compagnie. Donc je crois que voilà, les choses sont dites. Maintenant, celui qui veut appliquer la religion, il applique la religion dans sa totalité. Et non pas la religion laïcisée comme essaient de le faire certains. Parce que sinon, ce n'est plus une religion. En fait, il faut s'intéresser à ces questions et les choses se clarifieront. Mais ce sont des questions extrêmement graves, extrêmement pointues. C'est de la doctrine. Il n'y a pas de... Voilà, on ne tourne pas autour du pot, c'est carré, c'est comme ça. C'est comme le code pénal, le code civil, c'est carré. Donc soit c'est oui, soit c'est non, quelque part. C'est un petit peu ça, hein. Pas reçu grand chose, franchement, oui, des petits trucs, des petites broutilles, c'est pas méchant. Lors des élections, quelques coups de fil, quelques personnes qui ont essayé d'intimider, mais c'est pas méchant. Mais de toute façon, voilà, ce qui m'anime, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Donc, il n'y a personne sur cette planète qui pourra me faire changer d'avis ou me faire peur. Voilà, les enjeux sont trop gros. Il n'y a pas d'achat, il n'y a personne qui peut m'acheter avec les biens de ce monde. Lors de l'invasion de la Libye par l'Italie, il y a un grand guerrier qui s'appelait Omar el-Mokhtar, à ne pas confondre avec Mokhtar. Millions de personnes viennent aux urgences, 1988. 2010, on est à plus de 16 millions. Voilà. Et tout est là, et c'est pour ça que les politiques sont nuls actuellement, parce que qu'est-ce que vous proposez, quelles idées neuves, comment on fait? C'est même pas de droite et de gauche, c'est de se dire, voilà, comment on va faire. On est dans une crise monstrueuse, on y est, vous voyez, on y est. Et vous avez la racaille maçonnique, les banksters qui s'enrichissent. Vous avez un Nicolas Doisy, le chef économiste, le broker du Crédit Agricole chez Chevreux, qui nous explique que c'est lui le patron en France et ce n'est pas François Hollande. C'est comment ça, moi ça me fatigue, ça m'exaspère. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça, vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Doisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. Et ces gens-là, je vais les combattre sur le terrain intellectuel, bien sûr, évidemment, et on va essayer de réveiller les gens pour dire la vérité. Et c'est pas leurs petits coups qui vont nous faire changer d'avis. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. C'est à eux de nous craindre et pas l'inverse. Je crois que ça, faut bien que vous le compreniez. Voilà. Après, chacun ses motivations. Là, cette question, il y a plusieurs réponses. Alors, la première, c'est, il y a peut-être celles qui m'ont le plus impressionné, c'est des personnes que vous ne connaissez pas, parce que j'ai rencontré des gens, des amis qui sont assez exceptionnels et que malheureusement vous ne pouvez pas connaître, puisque voilà, c'est comme ça. Maintenant, les gens que j'ai fréquentés dans mes conférences et qui m'ont le plus impressionné pour le moment,
intellectuelle une autre pour créer, hein, comme l'avait dit, comme le croyait au départ, ces guignols décérébrés et imbéciles. Ça n'a strictement rien à voir. Ça défie la raison, la cellule, la complexité de la cellule, c'est un scientifique qui le dit, il y a toutes les références dans le livre, hein, est aussi importante qu'une grande ville, une grande métropole comme New York, Londres ou Paris. Vous voyez un petit peu ce que cela veut dire. Tous les câblages électriques, l'eau, enfin, c'est délirant, ça va, c'est délirant. C'est ça la cellule. Et ça, il y a des statistiques qui ont été faites, par exemple, pour créer une petite protéine de 200 acides aminés, et il y a une chance sur 10 puissance 950 que cette protéine se forme de telle sorte. Et il n'y a pas assez de temps et de possibilités dans tout l'espace pour atteindre ces statistiques. Voilà, même dans plusieurs univers. Vous ne pouvez pas. Et pour une petite protéine de 200 acides aminés, c'est rien. Que dire d'un ADN de 2 mètres de longueur? Enfin, non, soyons sérieux 30 secondes, soyons sérieux 30 secondes. Après, bon, ça énerve certains quand on dit ça. Bah écoutez, je crois que j'exerce une liberté d'expression, je dis ce que je veux. Si j'ai tort, ben prouvez-le. C'est simple en plus, prouvez-le. Faites des textes qu'on publiera, moi je publie hein, sur mon site, il n'y a aucun souci. Faites des vidéos qu'on transférera, on répondra, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. Mais amenez vos preuves. Il ne suffit pas juste de s'énerver et de, voilà, les discussions de comptoir, c'est bon, on va les laisser pour les poivreaux. Il y a des sociétés humaines sur Terre, depuis toujours. Les sociétés humaines, c'est un groupe d'individus qui peut être composé de 3, 4 ou 1 million de personnes. À partir du moment où on se met ensemble, il y a des règles communes. Et obligatoirement, il y a un chef. Obligatoirement, il y a des règles. Obligatoirement, il y a une levée d'impôts. Obligatoirement, il y a une armée pour sécuriser, la police. Il y a une justice, bien sûr, c'est le pilier central, etc., etc., etc. L'aide des démunis, le trésor public. Je crois que ceci est essentiel. Donc tout le monde l'aura compris. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est des évidences. Maintenant, comment gérer cette communauté d'êtres humains? Il y a différentes techniques. Alors la technique unique qui a été utilisée de tout temps, de toute histoire humaine écrite connue, donc il y a toute l'histoire humaine qui n'est pas écrite, qui n'a pas été écrite parce que l'écriture est venue avec la décadence de l'humanité, et de officialiser, d'universaliser cette théorie ridicule qui ne correspond pas du tout aux découvertes de la science moderne. Juste un exemple très simple, la complexité cellulaire. La complexité cellulaire de n'importe quelle cellule, la plus misérable cellule eucaryote de 20 microns de diamètre, avec un ADN à l'intérieur qui fait 2 mètres de longueur, qui est dans le noyau, qui est encore plus petit que la cellule, avec des mitochondries, qui est la centrale énergétique avec un ARN mitochondrial à part, avec des systèmes réticulum endoplasmiques pour fabriquer des protéines, avec 6 appareils de Golgi, avec un cytosquelette qui sont des autoroutes pour faire balader tout ça de bout en bout, avec 1 million d'opérations chimiques par seconde dans chaque cellule. C'est pas une petite brique qui s'additionne à une autre pour créer, hein, comme l'avait dit, comme le croyait au départ, ces guignols décérébrés et imbéciles. Ça n'a strictement rien à voir. Ça défie la raison, la cellule, la complexité de la cellule, c'est un scientifique qui le dit, il y a toutes les références dans le livre, hein, est aussi importante qu'une grande ville, une grande métropole comme New York, Londres ou Paris. Vous voyez un petit peu ce que cela veut dire. Tous les câblages électriques, l'eau, enfin, c'est délirant, ça va, c'est délirant. C'est ça la cellule. Et ça, il y a des statistiques qui ont été faites, par exemple, pour créer une petite protéine de 200 acides aminés, et il y a une chance sur 10 puissance 950 que cette protéine se forme de telle sorte. Et il n'y a pas assez de temps et de possibilités dans tout l'espace pour atteindre ces statistiques. Voilà, même dans plusieurs univers. Vous ne pouvez pas.
Et pour une petite protéine de 200 acides aminés, c'est rien. Que dire d'un ADN de 2 mètres de longueur? Enfin, non, soyons sérieux 30 secondes, soyons sérieux 30 secondes. Après, bon, ça énerve certains quand on dit ça. Bah écoutez, je crois que j'exerce une liberté d'expression, je dis ce que je veux. Si j'ai tort, ben prouvez-le. C'est simple en plus, prouvez-le. Faites des textes qu'on publiera, moi je publie sur mon site, il n'y a aucun souci. Faites des vidéos qu'on transférera, on répondra, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. Mais amenez vos preuves. Il ne suffit pas juste de s'énerver et de, voilà, les discussions de comptoir, c'est bon, on va les laisser pour les poivreaux. Il y a des sociétés humaines sur Terre, depuis toujours. Des sociétés humaines, c'est un groupe d'individus qui peut être composé de 3, 4 ou 1 million de personnes. À part au bombardement des 2 guerres, je crois qu'il faut quand même être un petit peu surhumain. Ça, c'est une chose. Je ne parle pas des pyramides, etc., dont on ne peut même pas expliquer la technique. Aujourd'hui, en 2012. Donc la franc-maçonnerie théorique, opérative, pas spéculative, c'est quelque chose de très bien, sauf que pas n'importe qui, il faut être tailleur de pierre, il faut être maçon. Maintenant, je rappelle aux gens qui nous écoutent, moi j'ai lu tout René Guénon, donc je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'ont pas lu René Guénon, ou du moins peut-être 1 ou 2 livres, et qui disent des bêtises. René Guénon a écrit donc quand même dans la France antimaçonnique. René Guénon a condamné la franc-maçonnerie sous tous ses aspects. Alors il disait que c'est vrai qu'il aurait aimé qu'il y ait un redressement, il appelait ça un redressement. Mais non, il n'y en aura pas. Il le disait, j'ai une citation en tête, que ça l'étonnerait, etc. On ne peut pas redresser, c'est le Kali Yuga, c'est fini. Voilà, c'est un traditionnaliste, bien sûr, puisque toute religion est traditionnaliste. Puisque la religion commence chez Adam et Ève. C'est ce que dit René Guénon. Et la religion, elle intéresse tous les peuples du monde, c'est ce que dit René Guénon. Alors il trouve les points communs entre toutes les traditions, il a fait un travail là-dessus, dans le symbolisme, etc. Et je crois que c'est tout à fait cohérent. Mais par contre, René Guénon n'est ni un occultiste, ni un ésotériste. René Guénon est un religieux, est un doctrinal. Voilà. On peut dire qu'il est ésotériste, dans son aspect religieux, dans son engagement soufi, mais dans un aspect tout à fait orthodoxe. Voilà. Bon, après là, il faut s'y connaître un peu là-dedans, ce serait compliqué, cette interview ne se prête pas à ce genre de développement. Pas trop, à vrai dire, hormis le malheureux, j'espère qu'il se portera mieux, le malheureux Chavez et Ahmadinejad, personne d'autre. Voilà, personne d'autre. Et encore, je me méfie. Je vous le dis tout de suite. Et encore, je me méfie. Parce que je m'attends à tout, absolument à tout. J'estime que ces deux-là sont honnêtes. J'estime que ces deux-là sont légitimes à vouloir ce qu'ils veulent dans leur pays, ils sont souverains. Ils attaquent le système et l'empire, mais je me méfie, je garde toujours, c'est mon côté un petit peu parano, si vous le permettez, et puis je fais ce que je veux aussi, mais sinon tout le reste, moi Poutine je ne fais pas confiance du tout, et la façon avec laquelle il a donné la naturalisation russe, voilà, il parle à la télé, c'est eux, voilà, donc ça va finir comme ça. Il y a eu déjà des émeutes de la faim, les situations sont très instables, nous avons des pays qui sont dans des états catastrophiques de non-gouvernance, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la situation est très grave. Donc tout concourt à ce que ça explose. Voilà, et du désordre naît l'ordre nouveau donc c'est le dicton maçonnique Ordo ab Chao. Donc ils pourront après créer leur gouvernance mondiale, et comme le disait Jacques Attali, avec un gouvernement mondial à Jérusalem. Il dit ça tout à fait simplement, il passe sur LCP, dans la maison du Japon, là, le culturel du Japon. Enfin, c'est complètement fou. Même si on peut imaginer, rêver
d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine. Il le dit et les gens, ils ne savent même pas de quoi il parle en fait. Hein. Les gens, la majorité, ne savent même pas de quoi il est question. Ben moi je vais vous le dire, le temple de Salomon, la Knesset, la cour bidule de justice qui a été construite par Dorothy de Rothschild, Rothschild, le franquiste, adepte de Jacob Frank, réincarnation, la deuxième réincarnation de Sabbatai Zevi. Ça, il faut vraiment que vous preniez conscience de cette problématique, puisque bon, Brzezinski était franquiste. Voilà, la politique américaine est une politique franquiste, l'Europe est franquiste, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., c'est des franquistes. Il y a des preuves, hein, avec des généalogies, hein, des preuves physiques. Et ces gens-là sont des nihilistes, ils veulent hâter l'arrivée de l'Antéchrist, c'est leur plan. On y croit, on n'y croit pas, c'est une autre affaire. Mais c'est leur plan. Bon, par contre, pour conclure, je crois qu'il est essentiel d'amener un petit peu une note d'espoir voilà, enfin on n'est pas là pour faire déprimer les gens. Le constat est violent. Le livre traite d'assez de questions assez rudes et graves, certes, mais il est essentiel vraiment de dire aux gens qu'il est tout à fait possible de redresser la situation, de relever la tête, de combattre ce désordre, de le dénoncer, parce que tout simplement c'est la nature même des choses. C'est la nature même des choses, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la justice, c'est la vérité. Donc, quel que soit le désordre, il ne sera que momentané, il ne sera que petit, il ne sera que... S'il y a une nation qui viendrait, qui s'autoriserait, qui se permettrait comme ça un jour de venir nous envahir. Et je pense que c'est ce que va faire un grand nombre de nos concitoyens d'origine aussi bien maghrébine qu'ailleurs, qu'autre origine. Là n'est pas la question. Et pour la seconde partie de la question, est-ce que je me sens pour un exemple? Pas du tout, je suis un exemple pour personne, ou plutôt, je suis un exemple pour tout le monde. Je fais un travail qui me semble nécessaire parce qu'il est essentiel au rétablissement de quelques équilibres, de quelques vérités, de quelques... voilà, il y a quand même un désordre ambiant assez phénoménal. C'est évident, tout le monde le ressent, tout le monde le constate. Tout le monde vivote au jour le jour, fait semblant de ne rien voir. Mais tous ceux qui se posent la vraie question et qui essayent de comprendre, ils savent que ça va mal, ils savent que les politiques sont corrompus, ils savent que l'économie a ruiné le monde, ils le savent, c'est évident, en plus ça se dit de plus en plus. Donc je crois qu'il était évident qu'il fallait réagir avec virulence, avec précision, avec courage, voilà, et puis c'est tout, ça s'arrête là. L'origine, elle n'a rien à voir dans cette affaire, absolument rien à voir. Donc c'est une question de justice, de vérité, et ces questions-là ne s'embarrassent pas des origines des gens. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Ben, là la question elle concerne donc directement la COBEMA, c'est la communauté arabo-berbère de Marseille. Et cette question, bon, elle est légitime pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, mais elle est un petit peu, à côté de la plaque, parce que si vous confondez une seconde dans vos têtes, enfin, du moins le type qui pose cette question, la communauté berbère, marseillaise ou ailleurs, avec la puissance phénoménale, extraordinaire, historique, universelle de la communauté que personne n'ose citer, je crois que vous avez raté un virage là dans la réflexion ou dans le schmilblick. Alors le concept de la COBEMA est très simple. La communauté arabo-berbère, musulmane, c'est la communauté la plus fragile, avec la communauté gitane.
c'est les communautés les plus, et les communautés noires aussi africaines, c'est les communautés les plus fragiles. Dans le noyau qui est encore plus petit que la cellule, avec des mitochondries, qui est la centrale énergétique avec un ARN mitochondrial à part, avec des systèmes réticulum endoplasmiques pour fabriquer des protéines, avec 6 appareils de Golgi, avec un cytosquelette qui sont des autoroutes pour faire balader tout ça de bout en bout, avec 1 million d'opérations chimiques par seconde dans chaque cellule. C'est pas une petite brique qui s'additionne à une autre pour créer, hein, comme l'avait dit, comme le croyait au départ, ces guignols décérébrés et imbéciles. Ça n'a strictement rien à voir. Ça défie la raison, la cellule, la complexité de la cellule, c'est un scientifique qui le dit, il y a toutes les références dans le livre, hein, est aussi importante qu'une grande ville, une grande métropole comme New York, Londres ou Paris. Vous voyez un petit peu ce que cela veut dire. Tous les câblages électriques, l'eau, enfin, c'est délirant, ça va, c'est délirant. C'est ça la cellule. Et ça, il y a des statistiques qui ont été faites, par exemple, pour créer une petite protéine de 200 acides aminés, et il y a une chance sur 10 puissance 950 que cette protéine se forme de telle sorte. Et il n'y a pas assez de temps et de possibilités dans tout l'espace pour atteindre ces statistiques. Voilà, même dans plusieurs univers. Vous ne pouvez pas. Et pour une petite protéine de 200 acides aminés, c'est rien. Que dire d'un ADN de 2 mètres de longueur? Enfin, non, soyons sérieux 30 secondes, soyons sérieux 30 secondes. Après, bon, ça énerve certains quand on dit ça. Bah écoutez, je crois que j'exerce une liberté d'expression, je dis ce que je veux. Si j'ai tort, ben prouvez-le. C'est simple en plus, prouvez-le. Faites des textes qu'on publiera, moi je publie hein, sur mon site, il n'y a aucun souci. Faites des vidéos qu'on transférera, on répondra, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. Mais amenez vos preuves, il ne suffit pas juste de s'énerver et de, voilà, les discussions de comptoir, c'est bon, on va les laisser pour les poivreaux. Il y a des sociétés humaines sur Terre, depuis toujours. Des sociétés humaines, c'est un groupe d'individus qui peut être composé de 3, 4 ou 1 million de personnes. À partir du moment où on se met ensemble, il y a des règles communes. Et obligatoirement, il y a un chef. Obligatoirement, il y a des règles. Obligatoirement, il y a une levée d'impôts. Obligatoirement, il y a une armée pour sécuriser, la police. Il y a une justice, bien sûr, c'est le pilier central, etc., etc., etc. L'aide des démunis, le trésor public. Je crois. Et en plus, il fait partie de l'association du conseil d'administration de la City, Poutine, oui, je vous le dis comme ça au passage, la City de Londres, la finance qui a détruit le monde. Donc j'y crois pas du tout à l'axe bidule russe, pas du tout. Non, ils sont tous infiltrés, l'Afrique est totalement maçonnisée, la Chine c'est une poubelle, ils sont passés d'un communisme centralisateur à la plus grande dépravation capitaliste, enfin, c'est n'importe quoi, je parle pas des peuples, hein, je parle des gouvernants. Donc non, ce monde est voué à la chute et il chutera. Guerre mondiale, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, une très sévère guerre mondiale, guerre totale. L'excuse sera l'Iran ou sera une autre. Il ne faut pas rêver, ils ne contrôlent pas tout, les mondialistes. Ça peut leur échapper. Ils mettent tout, ils font tout en sorte pour que cela arrive et qu'ils contrôlent. Mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Je crois que ça c'est clair, il faut bien en être certain. Ce ne sont pas ils n'ont pas cette capacité d'omniscience et d'omniprésence, etc. Voilà, ils ne savent pas tout, ils ne sont pas partout en même temps. Il faut arrêter de leur donner trop d'importance. Par contre, oui, on va avoir droit à cette guerre, parce que tout simplement, et là il faut que les gens se réveillent, il y a volonté de construction du troisième temple, le temple de Jérusalem, le temple donc de la franc-maçonnerie, puisqu'il s'agit du même temple. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein. Encore une fois, arrêtez de m'accabler de tous les mots, je ne suis responsable de rien. S'ils font ça, c'est une troisième guerre mondiale avec l'islam, ça va pas être rigolo, c'est complètement absurde d'en arriver là,
c'est stupide, c'est délirant, c'est dangereux, et ce sont vos élites qui le veulent. Voilà, ils parlent à la télé, c'est eux, voilà. Donc ça va finir comme ça. Il y a eu déjà des émeutes de la faim, les situations sont très instables, nous avons des pays qui sont dans des états catastrophiques de non-gouvernance, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la situation est très grave. Donc tout concourt à ce que ça explose. Voilà, et du désordre naît l'ordre nouveau donc c'est le dicton maçonnique Ordo ab Chao. Donc ils pourront après créer leur gouvernance mondiale, et comme le disait Jacques Attali, avec un gouvernement mondial à Jérusalem. Il dit ça tout à fait simplement, il passe sur LCP, dans la maison du Japon, là, le culturel du Japon. Enfin, c'est complètement fou. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale. Les gens, la majorité, ne savent même pas de quoi il est question. Ben moi je vais vous le dire, le temple de Salomon, la Knesset, la cour bidule de justice qui a été construite par Dorothy de Rothschild, le franquiste, adepte de Jacob Frank, réincarnation, la deuxième réincarnation de Sabbatai Zevi. Ça, il faut vraiment que vous preniez conscience de cette problématique, puisque Brzezinski était franquiste. Voilà, la politique américaine est une politique franquiste, l'Europe est franquiste, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., c'est des franquistes. Il y a des preuves, avec des généalogies, des preuves physiques. Et ces gens-là sont des nihilistes, ils veulent hâter l'arrivée de l'Antéchrist, c'est leur plan. On y croit, on n'y croit pas, c'est une autre affaire. Mais c'est leur plan. Bon, par contre, pour conclure, je crois qu'il est essentiel d'amener un petit peu une note d'espoir on n'est pas là pour faire déprimer les gens. Le constat est violent. Le livre traite de questions assez rudes et graves, certes, mais il est essentiel vraiment de dire aux gens qu'il est tout à fait possible de redresser la situation, de relever la tête, de combattre ce désordre, de le dénoncer, parce que tout simplement c'est la nature même des choses. C'est la nature même des choses, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la justice, c'est la vérité. Donc, quel que soit le désordre, il ne sera que momentané, il ne sera que petit, il sera toujours, à un moment donné, il viendra toujours le temps du redressement, soit à la fin du cycle, soit que ce soit ponctuel, géographiquement, historiquement, mais il y a toujours cette capacité de redresser les choses. Donc moi, je suis totalement, mais vraiment confiant de l'avenir. La bataille, on la gagnera. Si ce n'est pas nous, ce sera nos descendants. C'est une nécessité. La question donc ne se pose pas. On ne peut pas laisser le désordre régner de la sorte, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, parce que tout simplement le péril arrivera un jour ou l'autre à votre demeure, à votre travail. Donc si vous vous foutez un petit peu de la crise, à un moment donné la crise vous touchera. Donc je ne trouve pas ça intelligent de laisser faire jusqu'au jour où vous chutez et que vous vous retrouviez seul. Donc il faut recréer des liens sociaux. Il y a plein de solutions pour rétablir un peu d'ordre. Il faut, quelque part, c'est un petit peu violent ce que je vais dire, mais il faut se réhumaniser. Voilà, on a été zombifié, on a quitté notre statut d'humain. Là, il faut se réhumaniser, vraiment, avec des